Bonjour et bienvenue à cette édition du Salon international de l'agriculture 2025. Et nous allons aborder ce matin un sujet ô combien d'actualité en lien avec des grandes mutations, des grands changements en cours. Ce sujet, c'est la thématique de la décarbonation des engrais et plus précisément la recherche de solutions. On va le voir tout à l'heure puisqu'il y a effectivement plusieurs leviers de décarbonation des engrais, à la fois dans leur production et dans leurs usages. Nous avons la chance d'avoir trois experts autour de cette table, très complémentaires. Tout d'abord, Madame Alessandra Kirsch. Bonjour, Madame Kirsch. Bonjour. Vous êtes directrice générale du think tank Agriculture Stratégie et votre think tank a vocation à éclairer la décision politique à partir de données économiques. Donc là, on est très loin du dogme, on est beaucoup sur de la science, de la donnée et de l'analyse. Est-ce bien ça ? De la réalité, du pragmatisme, voilà. Dans le sens de l'intérêt général. Voilà, on va le voir tout à l'heure plus largement. En face de moi, Monsieur Thomas Abbas. Bonjour, Monsieur Abbas. Bonjour. Vous êtes Senior Project Manager ou en français, chef de développement senior au sein d'une société qui s'appelle Fertigy et d'un projet dont on va parler tout à l'heure, très ambitieux en France, que vous allez nous présenter plus en détail. Et à ma droite, Monsieur Édouard Piens. Bonjour Monsieur Piens. Bonjour. Donc vous êtes le directeur de la stratégie et du marketing, du marketing stratégie et de l'innovation au sein du groupe InVivo. Merci à tous les trois d'apporter vos contributions sur cette thématique. La première question que je voulais vous poser, Monsieur Piens, pour qu'on plante le décor. Quels sont les enjeux liés à la décarbonation des engrais au sens assez large ? Voilà, qu'est-ce qui se joue ? Oui, alors des enjeux autour de la décarbonation des engrais, je prends un petit peu de recul par rapport à ça, c'est-à-dire que déjà les enjeux autour de la décarbonation en général. J'en vois trois. Le premier, c'est une forte demande de la part de nos financeurs, une forte demande de la part de nos clients et de l'aval agricole et agroalimentaire, et une forte demande de la part des consommateurs. Ces gens-là s'engagent, ces gens-là ont une forte demande de baisse et de réduction des gaz à effet de serre et par conséquent, il faut que l'enjeu est que InVivo puisse participer à cette décarbonation et participer à des projets de décarbonation. Le premier point. Le deuxième point, c'est un point quantitatif. Si je rappelle quelques chiffres, vous prenez une baguette artisanale, 55% des émissions de gaz à effet de serre d'une baguette artisanale sont dues à l'amont agricole. Sur ces 55%, il y en a 36% qui sont dus aux intrants et aux engrais azotés. Donc on est sur un aspect majeur des émissions de gaz à effet de serre, et donc il est important de travailler sur les intrants et notamment sur les intrants azotés. Et quand on prend ces intrants-là, il y en a un tiers des émissions qui sont dues à la production de ces engrais azotés et 2 tiers qui sont dus à l'épandage au champ de ces engrais, à l'usage. On va le voir après. Exactement. Et le troisième enjeu, peut-être, est un enjeu de souveraineté alimentaire et agricole. C'est-à-dire que là, on a vu un certain nombre d'usines d'engrais et d'usines d'ammoniac fermées en France et en Europe. Et la production d'engrais décarbonés est probablement l'occasion pour la France de se réindustrialiser et de maintenir notre souveraineté alimentaire, puisque je rappelle que une baguette, c'est du blé, c'est de la farine d'abord, la farine, c'est du blé, et le blé, c'est de l'azote. Donc, on peut produire le blé en France, on peut produire la farine en France et on peut produire la baguette en France, mais si on n'a pas l'azote française, il nous manque un bout dans la souveraineté alimentaire. Donc c'est le dernier enjeu, je dirais, la souveraineté alimentaire et regagner une certaine souveraineté à travers ces engrais décarbonés. Alors, je pense que Monsieur Abbas, vous serez plutôt d'accord sur ce que vient de nous dire Monsieur Piens par rapport au projet que vous avez. Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer ce qu'est la société Fertigy et le projet? On va le voir tout à l'heure, mais on va le voir même dès maintenant, ce projet que vous avez pour la France, qui va tout à fait dans le sens de ce que disait Monsieur Piens et la capacité finalement de relocaliser de la production d'engrais azotés sous une forme différente en France. Tout à fait, merci. Alors, le projet Fertigy, il a été lancé en 2022 à peu près, lors de la crise qui est arrivée en Ukraine. Au niveau européen, on s'est rendu compte qu'on était très dépendant des importations d'engrais, notamment de pays comme la Russie, la Biélorussie.
On est aussi dépendant de pays du Maghreb, comme l'Égypte, par exemple. Et donc, il y a eu une volonté de se dire, on a des difficultés à avoir de l'engrais. Les prix ont fortement augmenté. Il y a une très grosse volatilité parce que l'engrais est fabriqué à partir de gaz fossile. Et donc, ces pays-là ont accès à des tarifs de gaz très bas et ont fait exploser aussi les prix lors de cette crise. Donc la volonté était de lancer on a été accompagné donc par EIT InnoEnergy, donc un de nos actionnaires, qui est un accélérateur d'entreprise au niveau européen dans la transition énergétique, et qui ont fondé avec un pool d'actionnaires la société Fertigy, donc en 2023, dans le but de recréer de la souveraineté à la fois de production industrielle d'engrais en France, la souveraineté alimentaire, donc pour sécuriser les approvisionnements d'engrais et pouvoir fournir nos agriculteurs en engrais, et de travailler sur la décarbonation. Donc, c'est-à-dire de se passer de gaz pour fabriquer de l'engrais, d'utiliser des énergies bas carbone. On a la chance en France d'avoir un réseau électrique bas carbone grâce à notre énergie nucléaire et aux énergies renouvelables. Et donc, à partir de cette énergie, via l'électrolyse, on est capable de produire de l'engrais décarboné, qu'on appelle engrais bas carbone. Et donc c'est un projet qui a été initialement pensé pour être en Espagne. La société pour cela est espagnole, mais par des raisons d'approvisionnement en énergie et de mix électrique, la France fait vraiment une belle opportunité. Et par rapport aussi à la consommation d'engrais en France, ça représente un très bon enjeu de s'implanter en France. Et pour cela, on est très bien accueillis et très bien accompagné par les services de l'État notamment. Ouais. Et il y a d'autres projets équivalents en Europe, à votre connaissance ? Alors en Europe, il n'y a pas de projet. Là, on est vraiment sur une première européenne, donc de ce type de projet, de cette ampleur. Il y a quelques projets qui essayent de se développer aussi, notamment en Amérique centrale. Mais dans cette dimension, on parle d'une production de 500 000 tonnes par an d'engrais. Donc ça représente un poids significatif pour approvisionner la France et le nord de l'Europe. Et en économie de CO2, ça représente quoi du coup ? On estime donc par rapport à une production classique à partir de gaz, donc là on estime pouvoir économiser 1 million de tonnes de CO2 par an par rapport à la production. D'accord. On voit l'enjeu. Alors on parlait de quantitatif tout à l'heure. Là on voit aussi un enjeu à la fois dans le volume de production, mais aussi de gaz à effet de serre qui pourrait en fait diminuer sensiblement. Là on a quelques chiffres. Madame Kirsch, alors on a vu déjà, on a planté le décor. Décarbonation, on a dit il y a 2 leviers. Production d'engrais, usage. Monsieur Abbas nous dit, nous on a un projet qui va, alors production pour le coup. Qu'est-ce que vous pensez de ce type de projet ? Est-ce qu'on est dans la bonne voie en termes de décarbonation des engrais ? Alors, il y a plusieurs choses à dire. Sur la partie relocalisation de la production d'engrais et risque, intérêt pour limiter la dépendance extérieure, ça je souscris. On a besoin d'usines en France, de produire de l'engrais. Ça, il n'y a pas de débat. Après, sur la partie engrais décarboné, mon seul problème vis-à-vis de tout ça, au-delà de tout ce qui a été dit sur les côtés positifs, c'est le coût de ces engrais, ce que ça représente en coût pour l'agriculteur, puisqu'un engrais décarboné, c'est, vous me corrigerez si mes chiffres sont mauvais, de ce que j'ai lu, 2 à 4 fois, selon la technologie, du prix d'un engrais conventionnel. On a du coup... Moi, c'est ce que j'ai lu par Yara. Je peux me tromper. C'est peut-être pas la même technologie. Entre les engrais bleus et les engrais verts, on va de 2 à 4. Donc, il y a un surcoût pour l'agriculteur. Et c'est ça mon inquiétude, parce que quand on a pu le voir avec la flambée du prix des engrais au début de la guerre en Ukraine, liée à la flambée du prix du gaz, il y avait 2 enjeux. Il y avait un enjeu de l'augmentation du prix et un enjeu de disponibilité. On avait du mal à trouver des engrais. Et la résultante, c'est que les agriculteurs ont utilisé beaucoup plus d'urée qu'habituellement, parce que l'urée est un engrais moins efficient, plus polluant, mais moins cher. Et donc, le risque pour moi, c'est si l'offre des engrais, des ammonitrates notamment, devient principalement décarbonée, on va vers une augmentation du prix de l'engrais qui peut entraîner un effet inverse à celui qu'on cherche, c'est-à-dire que les agriculteurs s'approvisionnent plus en urée, alors qu'aujourd'hui, l'ammonitrate, c'est 40% de l'utilisation des engrais en France, c'est en Europe. Ce qui est quand même pas mal, parce que c'est l'engrais le plus efficace. Donc là, on voit la logique de compromis ou de trade-off entre différents critères. Monsieur Piens, sur le prix, ce risque-prix, vous êtes d'accord ? Il y a un risque-prix ?
Alors oui, bien sûr qu'il y a un risque prix. En fait, l'engrais qui est décarboné, c'est le même engrais que l'engrais carboné. À la fin, c'est exactement le même. Donc l'agriculteur ne sera pas en capacité d'absorber le différentiel de prix entre un engrais décarboné et un engrais carboné. Donc, seul, en tout cas, seul, il n'y arrivera pas. Donc il y a un enjeu prix qu'il faudra régler. Alors il y aura probablement, on aura à Fertigit de travailler sur sa production et à sa réduction de coûts, ça bien évidemment. Monsieur Abbas, vous êtes prévenu. Voilà. Mais en tout cas, dans un temps court et moyen, il va falloir travailler sur d'autres solutions comme la participation des pouvoirs publics à la réduction de ce différentiel de prix, et probablement aussi à la participation de l'aval, c'est-à-dire le consommateur ou les industries aval qui sont en capacité, qui ont pris des engagements de décarbonation, de participer à la hausse des prix des engrais. Je suis 100% d'accord, l'agriculteur ne pourra pas supporter seul cette hausse de prix. Alors, Monsieur Abbas, on voit quand même la taille du projet par rapport au volume. Aux investissements, on a un peu parlé, mais je pense que c'est quelque chose qui est assez conséquent également. Quel type de soutien avez-vous obtenu? Vous avez dit on a bénéficié. Vous pourriez être un peu plus précis? Vous avez trouvé finalement de bonnes dispositions ou d'un écosystème plutôt favorable en France par rapport à cette implantation? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça s'est passé ou qui est avec vous derrière ce projet? Oui, donc dans le cadre de l'implantation, on a étudié pour venir en France avec l'accompagnement de Business France notamment, qui accompagne les entreprises étrangères à s'implanter en France. Et puis on a eu aussi un accompagnement des services de l'État, notamment du ministère de l'économie et des finances, du ministère de la transition énergétique et de l'agriculture aussi, et de la région, notamment la région de France particulièrement, Nord France Invest pour l'organisme qui s'occupe de l'implantation, et puis bien sûr des collectivités locales de la zone où on a choisi de s'implanter. Et donc on va dire qu'on a aussi un très fort soutien au plus haut sommet de l'État. On a été un projet Choose France notamment. Et donc qui fait qu'on a... on se sent bienvenu, on se sent légitime à pouvoir mener ce genre de projet en France qui a du sens à la fois pour la souveraineté française et alimentaire notamment. Alors on l'a vu, le thème du surcoût a été évoqué par Madame Kirsch et le risque donc de ce surcoût par Monsieur Piens avec des messages très clairs à votre adresse. Donc effectivement il y a un surcoût. Comment vous voyez les choses vous? Monsieur Piens nous dit les agriculteurs ne pourront pas supporter ce surcoût seuls. Est-ce que quelle est la démarche que vous imaginez par rapport à ce partage ou un retour sur investissement finalement par rapport à ce surcoût? Alors il faut aussi surtout déjà voir ce à quoi on se compare. Si on se compare aux engrais à partir de gaz actuels, oui il y a un surcoût. Mais si on se compare à ce qui va se passer dans quelques années avec les mécanismes d'ajustement carbone aux frontières, les différentes taxations qui vont se mettre en place au niveau européen, et bien sûr l'évolution de la réglementation, on va avoir un équilibrage de prix qui va se faire avec les engrais importés. Et donc il va falloir travailler aussi sur ces solutions-là, de pouvoir se dire comment on peut réduire ce coût. Alors on travaille aussi bien sûr avec une partie de subvention de l'État. On va faire appel à des subventions à la fois nationales, régionales et européennes pour diminuer le coût de nos produits au final. Et puis aussi de travailler avec la chaîne de valeur agroalimentaire. On a par exemple Heineken qui est un de nos actionnaires, qui lui est intéressé pour réduire son impact carbone de ses achats de malt pour faire d'orge pour faire du malt par la suite pour la bière. Et donc de travailler sur ce reste, le petit coût final qui restera, pour que ça représente au final que quelques centimes sur les prix des produits finis. Voilà. Et donc c'est vraiment un ensemble de différentes étapes qui va être fait pour pouvoir diminuer le coût de ces engrais et de travailler avec l'ensemble des interlocuteurs. Avec un message de Monsieur Kirsch, non pas de Madame Kirsch, mais de Monsieur Piens, je vais y arriver, pour aussi être en compétitivité dans vos coûts de production, ce dont je ne doute pas. Madame Kirsch, vous l'avez évoqué en disant oui, il y a ce risque, et finalement ce qu'on a vu, c'est que ce serait un peu paradoxal, c'est-à-dire un prix sur un autre produit plus bas, mais un impact environnemental bien plus important, négatif bien plus important. Quelles sont, selon vous, les solutions pour valoriser dans l'aval? On a vu, vous avez un actionnaire qui est un acteur agroalimentaire. Comment vous imaginez les choses?
avec ce qui Alors. existe aujourd'hui ou ce qu'il faut imaginer? Il y a plusieurs points qui sont évoqués. Donc, ce qui a été évoqué, c'est de dire, de toute façon, on est dans un contexte où on va aller vers des engrais qui seront plus chers, du fait d'une certaine taxation qui va être mise en œuvre, qui sera relative à l'empreinte carbone des engrais. Donc, quoi qu'il en soit, les engrais vont coûter plus cher et ils seront taxés s'ils ne sont pas décarbonés. Donc, on propose des engrais décarbonés et on essaye de trouver des valorisations dans la filière. Sur ce point-là, en tant qu'économiste, moi j'aime bien que les charges soient compensées par des produits, donc je suis d'accord. Mon problème à moi, c'est que si je prends l'exemple du blé en France, que je vous donne des rapports simples, on a à peu près 10% du blé français qui est destiné à des usages alimentaires. On en a la moitié qui part à l'export et le reste se répartit entre alimentation animale, amidonnerie, etc. Au passage, pour tous, je profite pour passer un message pour tous ceux qui disent que l'alimentation animale, c'est du gaspillage alimentaire. Du blé déclassé, si on ne le donne pas aux animaux, je ne sais pas ce qu'on en fait. Mais bon, ça, c'était une petite bullet point au passage, ça c'est fait. Voilà, anecdote. Mais si je reviens à mon sujet de base, ça veut dire qu'en gros, je peux trouver une plus-value pour 10% de mon blé sur des filières alimentaires. Tout ce qui part à l'export, nos acheteurs à l'export, clairement, du blé décarboné, pour eux, ça ne fait pas partie des choses pour lesquelles ils sont prêts à mettre de l'argent. Ils font attention à un taux de protéines, à un point spécifique. Ils ont des exigences en matière de qualité sanitaire qu'ils veulent irréprochables. Mais du blé décarboné, sur le Matif, on n'a pas une cotation blé décarboné. Donc c'est ça Il y a un la marché à problématique. imaginer ou peut-être ou pas. Peut-être que ça se développera et je le souhaite, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. D'accord. Et le deuxième point, c'est tout ce qui est crédit carbone. L'agriculture mise pas mal sur les crédits carbone. Il faut savoir que tout ce qui est crédit carbone porte sur un marché volontaire du carbone. C'est-à-dire que les gens qui achètent des crédits carbone, ça ne leur permet pas de remplir des obligations en matière de réglementation. C'est en gros pour la com'. Donc ça veut dire que le marché du crédit carbone n'est absolument pas lié au marché des quotas liés au mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. On va avoir un prix de la tonne de carbone sur le marché obligatoire européen qui, lui, est appelé à augmenter, mais qui n'est absolument pas corrélé du tout au crédit carbone dont peuvent bénéficier les agriculteurs. Donc après, toute la question, c'est est-ce que va se développer un marché obligatoire du carbone pour l'agriculture qui intégrerait aussi les importations? Mais alors là, comment on fait pour vérifier le processus de production de ce qui rentre? Est-ce qu'on intègre tout ce qui a été transformé, l'agroalimentaire? On n'est pas rendu. Madame Kirsch, en tant que spécialiste de la PAC, je suis sûr que vous aurez des idées pour les prochaines moutures. Monsieur Piens, on a évoqué, alors il y a eu d'autres plateaux sur cette thématique, la décarbonation, on a évoqué des filières qui sont intitulées Semons du sens. Est-ce que c'est une réponse ? Alors, ça complète fait partie, ou partielle? Ça fait partie de la réponse. Cette réponse, elle est bien évidemment partielle parce que je souscris aussi au fait que 50% du blé est exporté et donc 50% à des pays qui n'ont, j'allais dire, que faire, ou en tout cas qui importent peu d'importance à la décarbonation. Et donc ça, sur cette partie-là, il faut maintenir la compétitivité. Donc là, je reviens à mes propos antérieurs sur le fait que le prix de l'engrais décarboné doit être identique au prix de l'engrais carboné. Si on peut éviter les taxes sur ces engrais carbonés, c'est tout aussi bien, parce que sinon on détériorera notre compétitivité à l'export. Pour en revenir à votre question, filières. effectivement, les filières Semons du sens, ce sont des filières qui participent à l'adoption de ces engrais décarbonés. Alors aujourd'hui, on n'impose pas l'engrais décarboné, par contre, on impose la forme ammonitrate, qui, dans le futur, quand les engrais décarbonés seront plus disponibles à un coût raisonnable, dans ces cas-là, ces filières-là imposeront, à travers les cahiers des charges qu'on a pu élaborer, imposeront aux agriculteurs le fait d'utiliser des ammonitrates décarbonés et en échange, bien évidemment, une prime filière qui leur permettra d'absorber les coûts supplémentaires dus alors, je parle de ces engrais décarbonés. En vérité, dans Semons du sens, il y a un certain nombre de pratiques agricoles qui sont imposées. L'autre levier, et qui participeront au surcoût dû à ces pratiques agricoles. Monsieur Abbas, là on a vu les aspects environnementaux, on a passé beaucoup de temps. Quels sont les autres bénéfices induits par votre projet qui serait dans la région des Hauts-de-France, si j'ai bien compris? C'est ça, tout à fait, qui se situera dans la Somme. Au-delà
on va dire, il y a déjà les retombées en termes d'emploi. On est une usine de grande taille, type Céveso, qui va embaucher jusqu'à 250 personnes sur le site. Emploi direct. Emploi direct. En emploi direct, on estime à 700 personnes. Et puis, on va être sur une phase de construction de 3 ans. Pour l'instant, on est en développement. La construction va nécessiter presque des pics de 1000 personnes sur certains moments de la construction. Donc à la fois déjà au niveau de l'emploi, de l'attractivité au niveau du territoire. Oui. C'est un territoire agricole, mais aussi en perte de vitesse sur l'industrie. Donc de ramener de l'industrie, ramener de l'emploi. Au niveau de les formations aussi professionnelles, de travailler avec les organismes locaux tout un écosystème, pour attirer finalement aussi les jeunes ou moins jeunes sur ce type d'emploi. Et puis aussi des retombées économiques pour le territoire. Une industrie nécessite de payer des taxes, donc il y a aussi cette partie-là d'impôts qui va amener aussi ça. Bon, donc on voit finalement pas mal de bénéfices induits. Sur le transport aussi, on parle beaucoup de... Alors, autre émetteur, n'est-ce pas, Madame Kirch, c'est le transport quand même, un émetteur de gaz à effet de serre. Est-ce qu'il y a un impact, est-ce que ça change le mix transport dans ce qu'on imagine ? Tout à fait. Alors, pourquoi on s'est implanté à cet endroit-là ? Parce que le site qu'on a identifié est un site en bord de Canal du Nord et du futur canal Seine-Nord-Europe. Alors l'objectif de cette implantation, c'est de pouvoir exporter une partie de nos engrais via des péniches pour nos clients qui seront situés nord de France, mais surtout par exemple Benelux, par exemple. Et puis de bénéficier aussi du canal pour l'importation d'une matière première dont on a besoin, de la dolomie. C'est une roche calcaire qui entre dans le processus de fabrication, parce qu'on va fabriquer du nitrate d'ammonium calcaire, appelé le CAN 27. Et donc, c'est la seule matière première qu'on entend a besoin en entrée, et qui viendra par barge, parce que, afin d'éviter notamment de réduire aussi l'impact transport routier. On aura bien sûr un peu de transport routier pour l'approvisionnement local, mais sur les derniers kilomètres, comme vous dites. Merci beaucoup en tout cas par rapport à ça. Madame Kirch, on a vu donc 2 piliers. Monsieur Piens nous plante le décor, un levier, un tiers production, ce qu'on voit là, mais vous nous dites oui, mais il y a un autre levier qui est important qui est l'usage. Comment vous voyez les choses par rapport à ça ? Quelles solutions, quelle est votre vision par rapport à ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, parce que c'est la majorité finalement. Encore une fois, plusieurs choses. Ceux qui veulent... pour aller vers la décarbonation, le moyen le plus radical, le plus efficace, c'est d'utiliser moins d'engrais. Voilà. Donc, ceux qui pilotent ces politiques-là misent aussi sur le fait qu'au travers de l'augmentation du prix de l'intrant, du prix de l'engrais, ça agira comme une incitation à utiliser moins d'engrais. Économiquement, c'est rationnel. Le truc, c'est qu'en 10 ans, là, si on prend des moyennes triennales 2010-2013... et 2020-2023, en triennale, il faut toujours raisonner pour éviter les effets années. Les effets années. On a diminué de 20% l'utilisation d'azote en France. Donc c'est quand même pas une paille. Et il y a un moment où on va pas pouvoir redescendre et maintenir un potentiel de production équivalent. Il y a un moment où on va arriver au ras des pâquerettes. Donc on nous dit oui, mais il y a les effluents d'élevage qui représentent un super gisement. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'azote qui est disponible, contenu dans un fumier, n'est pas disponible en quantité équivalente pour la plante. Alors, je vais rentrer un peu dans du technique. Il y a l'INRAE à côté qui explique ça vachement mieux que moi. Donc, vous faites ça sous contrôle, alors ? Donc, je fais ça... Je vais rester très, très soft. Mais en gros, il y a des processus de nitrification et de dénitrification qui agissent pour dégrader le fumier et rendre l'azote sous une forme disponible pour la plante. Voilà, ça, c'est accessible au commun des mortels. Et ce faisant, tout ce qui est contenu dans le fumier, on en perd un sacré bout. Donc, toute la disponibilité qu'il peut y avoir comme azote dans les effluents d'élevage sera limitée et viendra en plus en concurrence pour les fumiers disponibles pour la bio qui, eux, ont besoin de ces fumiers-là parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser autre chose pour la bio. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, on a dit en début de conférence que la partie fabrication de l'engrais représente environ, selon les chiffres, un tiers, 40% de l'empreinte carbone. Et que le reste, 60% de tiers, c'est l'utilisation. Sauf que cette partie utilisation, en fait, elle est extrêmement variable. Pour une unité d'azote apportée à un endroit, selon le pH du sol, selon si le sol est très tassé ou pas très tassé, selon l'historique des pratiques, vous allez avoir une émission de protoxyde d'azote, donc de NO2, qui va être
dans une Qui peut gamme varier. extrêmement Énorme, variée. ouais. Et donc ça va être tous les leviers qu'on peut essayer de mettre en place, mais c'est extrêmement difficile à appréhender, à mesurer. Et dans les statistiques nationales, on aime bien mesurer les efforts faits. Et ça, c'est vachement difficile à intégrer dans une statistique nationale et pour mesurer tous les efforts qui ont pu être faits sur ça et les perspectives d'amélioration. Donc le résumé, je conclue rapidement, je sais qu'on est timé. C'est qu'en vrai, si vous allez par là, on ne sait pas réellement quelle est l'empreinte fine de nos engrais et de l'utilisation de nos engrais, puisqu'on a une telle variété d'émissions liées à l'utilisation qu'à mon avis, on fait ça à la cote mal taillée, mais on n'a vraiment pas une très très bonne idée de ce qu'on émet. Alors là, on a vu le chiffrage, mais Monsieur Piens, donc le chiffrage étant le résultat, Madame Kirsch nous dit il n'y a pas un modèle unique, puisque effectivement, chaque exploitation, chaque condition de sol peut être différente. Qu'est-ce que vous avez initié justement dans ces changements de pratiques? Et là, on entend quand même la logique de précision ou au niveau de l'exploitation, voire peut-être même au niveau de la parcelle. Est-ce que vous avez des approches de ce type-là au sein d'Invivo, de services que vous mettez à disposition? Oui, bien sûr. On met à disposition un tas de services. Alors autour de l'agriculture de précision, où effectivement, ce qu'on considère, c'est que quand on fait de l'agriculture de précision, on n'utilise pas forcément moins d'engrais, mais on l'utilise mieux. Et donc l'engrais est mieux absorbé c'est l'efficience, par les plantes. Ouais. Et donc, on améliore l'efficience. Donc effectivement, l'agriculture de précision est un moyen que l'on met en œuvre. On a un certain nombre de techniciens, de commerciaux, de technico-commerciaux sur le terrain qui aident à mettre en place des pratiques agricoles auprès de nos clients agriculteurs pour justement être plus efficients. On travaille sur des rotations aussi un petit peu différentes pour justement améliorer la séquestration du carbone entre les cultures. Mettre des couverts végétaux, etc. Mais aussi les rotations et les cultures des rotations pour améliorer les émissions. Donc effectivement, on a tout un tas de services et de solutions au service de nos agriculteurs pour travailler sur la baisse des émissions au champ. Comment on peut améliorer l'efficience aussi en termes de formulation de l'engrais? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut rajouter pour éviter cette dispersion, que ce soit dans l'air ou dans le sol? Alors ça dépend des formulations, mais est-ce que vous travaillez là-dessus aussi? Alors effectivement, on a dit Madame Kirsch, des inhibiteurs de nitrification pour ralentir la transformation de l'azote en protoxyde d'azote et donc améliorer l'absorption de cet azote par les plantes et diminuer les émissions. Donc effectivement, on a ces solutions-là aussi chez Bioline et Fertiline chez Invivo. Et Monsieur Abbas, on a vu tout à l'heure donc le processus de production d'engrais décarbonés. Est-ce que vous travaillez aussi sur ces aspects formulation, c'est-à-dire en rajoutant des inhibiteurs et choses comme ça? Oui. Est-ce que ça fait partie des axes futurs? Oui, alors je reviendrai juste avant sur la partie, on a parlé de l'urée, juste pour rappeler que l'urée, on ne peut pas le décarboner dans son mode de production, donc c'est un engrais qui est très polluant et qui est aussi en solution liquide. Et donc on a nous, l'intérêt d'avoir de l'ammonitrate solide, c'est qu'on peut avoir aussi une précision dans le dosage, donc travailler sur de l'agriculture de précision au final. On travaille bien entendu sur des leviers tels que Édouard Piens vient de citer, donc la partie inhibiteur. On s'inscrit aussi dans des programmes d'agriculture régénératrice, de l'agroécologie. C'est des sujets sur lesquels on échange notamment avec les interlocuteurs type champ d'agriculture ou les industriels. Oui. Et puis on sait aussi que Fertigis, c'est une partie de la solution du problème. Oui. Nous, on travaille sur la production. On va déjà décarboner la production. Et il reste une autre partie. On sait on peut être complémentaire aussi des engrais organiques qui sont à prendre en compte. On milite pas pour faire que de l'engrais chimique, mais on sait c'est un ensemble de problèmes. Oui. On fait déjà notre première contribution. On espère que peut-être des concurrents font la même chose ou on aura d'autres possibilités. Mais en tout cas, c'est vraiment des sujets sur lesquels on regarde, notamment dans la mise en place des labels bas carbone, d'intégrer ces engrais bas carbone dans ces labels aussi. Le mot de la fin. Madame Kirsch, mot de la fin, qu'est-ce qu'on a à retenir? Quel est le message? Allez, si j'en ai qu'un à partager sur la décarbonation des engrais. Ah, c'est dur. Vous voulez... c'est dur le matin comme ça. Ouais.
Alors, est-ce que ça marche? Allez-y. Il marche plus? Oui, ça y est, ça marche. Ouais. C'est dur là comme ça Ah ouais. de conclure un tel débat. Non, moi mon point de vue c'est relocalisation d'engrais, limiter les dépendances à l'extérieur, ça c'est bien. Engrais trop cher, pas valorisé dans les Donc, filières, trouver une ça c'est solution. pas bien. Et travailler aussi Les deux le piliers. plus possible sur tout ce qui a été développé sur les inhibiteurs de nitrification pour limiter la formation Les de usages. protoxyde d'azote. Désolé, je suis technique. Lors de l'utilisation Oui. des engrais, à mon avis, c'est une piste qui est super Étroit. intéressante et qu'il faut arriver à rendre intelligible et mesurable dans les Oui. statistiques pour qu'on n'ait pas l'impression que l'agriculture fasse encore du greenwashing, etc. Souvent, l'agriculture est accusée de greenwashing tout simplement parce qu'on ne sait pas mesurer dans les statistiques nationales tous les efforts qui ont été faits à la ferme. Alors, on a vu la digitalisation dans nombreux plateaux télé ces jours et qui permettent justement de tracer, de quantifier à la parcelle l'exploitation, voire de consolider. Monsieur Abbas, le mot de la fin par rapport à ce beau projet que vous nous décrivez. Bah alors, oui, pour résumer, c'est un projet qui montre aussi la coopération européenne possible, parce qu'on a des actionnaires un peu de plusieurs pays européens qui se sont engagés sur ce sujet-là. Et c'est un projet, bien sûr, qui engage aussi la souveraineté alimentaire européenne et de la France. Oui. Que l'on soit capable de produire notre agriculture à partir d'engrais produits en France, de façon décarbonée et propre. Ça, c'est vraiment un des enjeux majeurs du projet. Et pour lequel on espère aussi avoir du soutien à la fois public et des industriels pour mettre en place ces filières. Monsieur Piens, le mot de la fin. Oui, donc sur ces engrais, le premier point peut-être c'est sur les engrais à la production. Là, on s'adresse avec Fertiggi et on est très content d'être actionnaire de ce projet-là pour décarboner les engrais à la production. Donc ça, c'est l'avantage de ce projet, c'est qu'on décarbone en une fois 500 000 tonnes d'engrais. Donc on a une action qui est massive avec une problématique de prix qu'il va falloir effectivement résoudre. Et on a du travail à faire sur les usages, donc sur les 2/3 des émissions de ces engrais, puisque les usages, ça concerne, donc il y a des solutions techniques à travailler sur lesquelles nous travaillons, mais ça concerne aussi les pratiques des agriculteurs, et donc ça concerne du changement, ça veut dire de l'acculturation de l'ensemble des parties prenantes pour adopter des nouvelles pratiques qui soient moins émissives. Donc on a ces deux volets-là. Je pense que c'est très important de travailler sur ces deux volets-là pour, à la fin, décarboner nos pratiques. Merci beaucoup à vous trois et pour vos éclairages. Alors, on vous a compris, Madame Kirsch, c'était technique, mais en s'accrochant bien, moi je crois avoir compris. Je vous souhaite un très beau salon de l'agriculture et merci pour vos contributions. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Merci.